Le scoutisme, c'est un mouvement. C'est un mouvement de jeunes, d'éducation de jeunes. C'est le plus grand mouvement au monde de regroupement de jeunes qui vit pour les jeunes et encadré par des adultes. C'est apolitique, laïque. Et j'ai fait toute ma vie dans ça. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis très engagé sur des questions d'éducation non formelle, des questions environnementales, des questions humanitaires. Tout ce que je sais aujourd'hui, je pense en partie c'est grâce au scoutisme. J'ai découvert le monde avec le scoutisme tout petit ou tout jeune. On a appris à voyager dans le Sénégal, à découvrir chaque année 2 ou 3 régions, à découvrir des villages lointains, à voir les conditions de vie des Sénégalais de l'intérieur. Ça, c'est une chance. Bonsoir, salam ziyar à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis your boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons comme invité coach Abdou Touré, qui est un ingénieur QHSE, un expert en responsabilité sociétale des entreprises et surtout quelqu'un qui est spécialisé dans les catastrophes et surtout en humanitarisme. C'est ça? C'est bien ça, non? De toute façon, je vais vous laisser prendre tout le temps que vous voulez pour vous présenter. Bon, enchanté, coach. Merci Habib. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis manager HSE dans une entreprise de fabrication mécanique. Ok. Au-delà de ça, de ma vie professionnelle, je suis beaucoup plus connu dans l'engagement citoyen et dans l'humanitaire. Je suis dans l'environnement, les changements climatiques, consultant humanitaire au niveau du WASM, c'est le mouvement mondial du scoutisme. Je suis consultant humanitaire, je travaille sur les questions de catastrophes humanitaires, pour travailler sur des politiques humanitaires, des plans de contingence. Donc voilà, je pense en gros. Je suis un passionné de l'agriculture, des espaces verts, des belles choses, des fleurs, des choses. J'aime vivre dans des espaces big. J'aime pas les endroits confinés. J'aime pas les endroits confinés comme Dakar. Comme Dakar, c'est ce que je vous disais dans la tête aussi. J'aime souvent être au bord des mangroves, au bord des plages, ou bien flâner dans la forêt, dans les bois. Mais Dakar, j'aime pas les villes. Ça se voit. Vous êtes né ici à Dakar ou? Je suis né à Dakar, je suis né à Niaritali. Malgré tout, vous n'aimez pas Dakar. Je suis né à Niaritali, chez ma grand-mère, mais rapidement, j'ai grandi dans un camp militaire. Mon papa était militaire. Et dans les camps militaires, il y a beaucoup d'espace. On fait de l'agriculture, on peut se cacher toute une journée sans que personne ne te trouve. Tu peux te cacher sous les arbres à faire ta lecture si un serpent ne te surprend pas. C'est important de préciser cet aspect aussi. Donc j'ai grandi dans un cadre où rapidement, avec mes parents, on faisait de l'agriculture, maraîchage. Et après tout petit, je faisais du scoutisme, j'allais camper dans les bois avec mes amis en tente et tout, camp de vacances, camp de patrouille. Donc, ce qui fait que j'aime la nature, j'aime vivre dans des grands espaces. Ok. Donc, après votre enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé faire vos études avec votre papa ou vous êtes resté sur Dakar? J'aimerais comprendre en fait le parcours. J'ai toujours grandi à Dakar. Ok. Mais étant tout petit et jeune, j'avais toujours la chance durant les fêtes de vacances, que ce soit les fériés ou autres, d'aller dans les régions ou bien dans d'autres endroits pour découvrir avec nos programmes scouts. Donc moi j'ai grandi à Dakar, à Ouakam. J'ai fait le lycée Ngalandou Diouf, de 6e à 3e. Après, j'ai rejoint le lycée Industrie de la Fosse.
C'est là-bas que j'ai fait la mécanique générale. Et bon, voilà, après la mécanique générale, rapidement, j'ai cherché à avoir mes premiers emplois en tant que stagiaire. Et après, entrer dans la vie professionnelle. Et après cela, bon, refaire des études en cours du soir pour avoir d'autres diplômes, avoir d'autres compétences, pour apprendre l'anglais, apprendre l'informatique. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé apprendre. J'ai arrêté mes études en 3e. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai pas le bac. J'ai pas fait l'université. Mon université, c'est la rue, la vraie vie, les expériences, les voyages à travers le monde, le scoutisme. C'est le scoutisme en fait. C'est quoi le scoutisme? Moi, je suis scout. Le scoutisme, c'est un mouvement. C'est un mouvement de jeunes, d'éducation de jeunes. C'est le plus grand mouvement au monde de regroupement de jeunes qui vit pour les jeunes et encadré par des adultes. C'est apolitique. Laïque. Et j'ai fait toute ma vie dans ça. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis très engagé sur des questions d'éducation non formelle, des questions environnementales, des questions humanitaires. Tout ce que je sais aujourd'hui, je pense en partie c'est grâce au scoutisme. J'ai découvert le monde avec le scoutisme tout petit ou tout jeune. On a appris à voyager dans le Sénégal, à découvrir chaque année 2 ou 3 régions, à découvrir des villages lointains, à voir les conditions de vie des Sénégalais de l'intérieur. Ça, c'est une chance. C'est une chance pour un jeune de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans de découvrir toutes ces belles choses. Mais de savoir que notre confort à Dakar, dans les zones urbaines, c'est quelque chose de très différent avec ce que vivent d'autres jeunes dans le Sénégal. Que ce soit à Saint-Louis, à Tambacounda, dans les villages de Niakhar, Fatick, Palmarin, je sais pas, Fimela, Diofior, Niodior, tous ces coins, je les ai découverts étant tout petit. On a appris à nous débrouiller, à faire des feux de camp, à camper seul avec nos responsables, à vivre en bande de copains. Dans notre patrouille, nous étions 8. Donc, nous vivions en sous-groupe de 8. Et nous débrouillions pour tout faire. On a appris à faire le linge, à faire la vaisselle, à faire des corvées, chercher le bois, chercher l'eau, apprendre à cuisiner. À nous débrouiller, à bricoler. C'est ce qui fait que nous devenons, en grandissant, autonomes et devenons responsables et de futurs leaders. Le leadership chez nous, j'entends souvent les gens parler des cours de leadership dans des universités, dans des grandes écoles. J'ai été sollicité une fois de retour d'un voyage pour faire des cours de leadership dans une grande école de Dakar. Mais j'avais pas accepté de faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas appris le leadership à l'école. J'ai pas appris le leadership dans des universités. Moi, j'ai appris le leadership dans l'apprentissage non formel, dans ce qu'on appelle la méthode scout, le learning by doing, l'apprentissage dans l'action. Tu es avec un adulte qui vous coach, mais qui vous donne pas des ordres, qui fait et qui vous montre comment faire et vous accompagner à faire. Qui vous éclaire vers les bonnes marches, quoi. Ouais. Supposons, mon chef scout, quand il nous amenait à faire un reboisement, il donne pas des ordres. Hey, plante ça. Hey, fais ceci. Hey, fais cela. Non. Il fait avec nous. On creuse ensemble. Il explique pourquoi on reboise, comment on reboise, comment l'arbre va grandir, comment faire le suivi de cet arbre, comment l'arbre va impacter sur notre environnement, c'est quoi le rôle de l'arbre, et ainsi de suite. Et on fait ensemble. Et on maîtrise tout le processus. Pour lever les couleurs drapeau au camp scout, c'était pareil. Le drapeau national, très tôt, nous savons comment plier un drapeau en temps de paix, comment plier un drapeau en temps de guerre ou en temps de deuil, catastrophe. Comment lever les couleurs, quels sont les cérémoniales,
très tôt, nous avons appris à faire les gestes de secours, premiers secours, à nous engager dans notre communauté. Parce que dans tout ça, il y a l'ancrage communautaire. Comment on s'engage à être utile pour sa communauté. Parce que nous ne sommes pas formés à être durant toute notre vie à rester des scouts. Mais on s'engage à servir notre pays en toute occasion. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons grandi, mes potes et moi, nous sommes tous dans des projets, nous sommes des leaders dans notre domaine, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans une association, que ce soit en politique. Nous savons mener notre vie, nous savons partager les bonnes choses, les pratiques que nous avons apprises durant notre cursus. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler dans le militantisme environnemental, sur les questions de changement climatique. Quand je ne travaille pas au bureau, je suis dans ça. Je fais beaucoup d'activités environnementales, j'essaie de pousser ma communauté à comprendre les enjeux, de vivre dans un cadre merveilleux, dans un environnement sain. Et au-delà de là où j'habite, je partage cette chose à travers le monde, sur les réseaux sociaux, partout où je sens que je peux changer quelque chose, je peux améliorer, je veux pousser des gens à faire quelque chose. Super, super. Wow, la vraie école, c'est l'école de la vie. Est-ce que vous êtes contre le système éducatif actuel ou vous prônez en fait learning by doing? Je ne suis pas contre le système. Moi, je veux qu'on améliore le système. De mes expériences, j'ai découvert quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est l'éducation nordique. Nordique, c'est ce qui se passe en Finlande, en Norvège, Danemark. La péninsule scandinave, quoi. Ouais. Et en Finlande, mon premier jump s'est fait en 2010. Il y avait un jamboree. Un jamboree, c'est un grand camp de rassemblement de scouts. Et c'est là-bas que j'ai commencé à découvrir d'autres cultures comme la culture finnoise, finlandaise et tout. Et après, je me suis intéressé à leur méthode. Ils sont très focus environnement. C'est pas pour rien qu'ils sont le peuple le plus heureux au monde. Voilà. Ah, vous suivez tu suis chaque année les données qui sortent au niveau international pour les pays les meilleurs en éducation. Oui, en éducation aussi, ils font partie parmi les meilleurs, y compris Singapour. Voilà. Ouais. Et là-bas, j'ai appris que dès le bas âge, les gens ils font leurs cours dans la langue maternelle. Ouais. Vous entrez dans les supermarchés, tout est en finnois. Et au verso, il y a peut-être de l'anglais ou bien autre chose. Mais leur base, c'est leur langue. Oui. Et après, c'est au lycée que tu choisis ta deuxième langue, que ce soit l'anglais, le français ou autre chose. Après, je vois que l'éducation est gratuite. Oui. La santé aussi. Les premières années, la santé, c'est gratuit. Et j'ai découvert autre chose que j'ai des amis qui enseignent. Là-bas, tu enseignes pas pour de l'argent, mais peut-être pour la passion, la vocation. J'ai beaucoup d'amis qui sont des enseignants, qui travaillent dans le système éducatif. Et ils me disent que il faut au minimum un master. Parce que l'éducation est tellement sensible. Transmettre à un enfant est tellement sensible qu'on ne laisse pas n'importe qui. Les Finlandais ne laissent pas n'importe qui avec leurs enfants. Il faut vraiment savoir faire des programmes, évaluer des programmes, être une personne vraiment intègre. Et ça, pour le faire, il faut entrer dans des cursus de formation extraordinaires pour qu'on te confie la charge d'un enfant. Wow. Et les salaires ne sont pas très... il n'y a pas beaucoup d'écart entre les salaires dans différents domaines. Donc... et même ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y a une équité parfaite entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Oui, effectivement. Effectivement. J'ai fait pas mal d'immersions là-bas. Ouais. D'ailleurs, actuellement, il y a un article qui est en train d'être écrit par un éditeur là-bas
sur moi, sur mon vécu avec les Finlandais, mon expérience, ce qui fait. Et quand j'ai même été baptisé en Finlande. J'ai un nom. Mon nom finlandais C'est quoi ton nom finlandais? Mon nom finlandais est Rami. Rami. Pourquoi Rami? Bon, en fait, nous étions sous un chapiteau, un jour, après le dîner, on discutait et tout. Et les gens, ils apprennent à t'observer, à voir par rapport à ton comportement, par rapport à ta passion, par rapport à beaucoup de choses. Et par rapport à ta façon de faire, peut-être que tu es calme, peut-être comme si... Et... J'ai constaté que vous êtes super calme. Ah bon? Oui, super calme. Bon, je sais pas, mais ils m'ont dit, Abdou, tu seras Rami. Ton nom finlandais est Rami. Et j'ai d'autres amis sénégalais qui ont d'autres noms, mais j'ai beaucoup aimé ce nom et que j'ai adopté, que j'utilise même dans mes comptes. Ah, super. Maintenant, je comprends d'où vient le nom Rami, alors. Abdou Rami. Ah ouais, maintenant, je comprends mieux. Et après, bon, il y a le système politique. Le système politique, comment... dans leur administration, les gens sont très surveillés. Ouais. Les ministres ne dépassent pas leur budget. Surtout. Ils utilisent les transports en commun. Ouais. Et n'importe quel citoyen peut poser des questions sur le budget ministériel, sur tel projet, et doit avoir coûte que coûte les réponses adéquates par rapport à cela. Et j'aime beaucoup. Et c'est un pays qui a beaucoup d'îles, beaucoup de bois, beaucoup d'eau. La première fois quand j'ai demandé quelles étaient vos ressources, mon ami qui était finlandaise, qui est là-bas, je faisais le home hospitality chez lui. Je lui ai dit, c'est quoi vos ressources? Qu'est-ce que vous faites? Il me dit, notre première ressource en Finlande, c'est l'éducation. Wow. Et comment? Il me dit, en fait, nous investissons dans l'humain. Nos ressources humaines sont nos premières ressources et c'est par l'éducation que nous protégeons nos ressources. Si. Et après, nous avons du bois, nous avons de l'eau, beaucoup de cours d'eau, nous n'avons pas de pétrole. Nous utilisons l'énergie nucléaire, l'éolienne, un peu de solaire parce qu'ils n'ont pas beaucoup de soleil. C'est au nord. Voilà. Et ils me disent la différence sur ce qui fait notre développement, c'est l'éducation. L'éducation que nous faisons. Aujourd'hui, quand j'étais là-bas, c'est eux qui ont créé Nokia. Et ils ont énormément de jeunes très investis dans l'international. Tu vois, dans beaucoup d'institutions, tu trouves des jeunes Finlandais. Ils sont bons. Même Spotify, je pense, en tout cas, c'est des gens qui viennent de la péninsule scandinave. Ouais. C'est un pays qui m'a beaucoup marqué. Pareil pour moi. Je suis jamais allé, mais j'ai lu beaucoup d'articles. Surtout tous les articles de la politique de transparence, du bonheur, de la gouvernance participative. D'habitude, ces pays sont considérés comme des références. Ouais. Donc, aujourd'hui, je collabore dans mes projets avec beaucoup de Finlandais qui sont des amis que j'ai connus dans le scoutisme, et en dehors du scoutisme, nous collaborons sur beaucoup de choses. J'aime leur méthode de travail et il y a quelque chose aussi de bizarre. Ils m'apprécient beaucoup. Ce sont des gens qui m'apprécient beaucoup. Pourquoi c'est pas bizarre ça? Oui, c'est bizarre. Ce sont des gens qui m'apprécient beaucoup parce que peut-être je donne l'impression que d'être un peu exceptionnel, de réfléchir comme eux peut-être. Parce que tout à l'heure on en parlait, moi je suis très perfectionniste. Je suis pas très hâtif sur les choses. Je prends le temps de faire les projets. Je suis très concentré sur les résultats et sur les objectifs. Donc supposons nous dans notre méthode scout sur les domaines de compétences, dans l'éducation, dans le scoutisme il y a ce qu'on appelle SPICE. Quand je fais des activités avec des jeunes ou des enfants, je cherche. Il y a des domaines de compétences à développer chez l'enfant. Et quand tu prends le SPICE, c'est le domaine spirituel, le physique, le domaine intellectuel, le domaine caractériel, le domaine émotionnel. Là, je prends. Je ne peux pas faire, moi, Abdou, je ne peux pas faire une activité avec des jeunes sans prendre en compte dans ma fiche technique ces aspects.
Je ne fais pas d'activité pour faire des activités. Je prends en compte toujours les besoins et aspirations de la personne. Si. Le contexte. Oui. Plus mes objectifs personnels. Les associer. Et dans cette activité, je dois développer des choses sur la personne. Ça me permet de pouvoir faire mon évaluation. Et c'est pour cela que je suis pas très d'accord avec beaucoup de personnes dans le système éducatif. Parce qu'il y a énormément de personnes qui font des activités pour faire des activités avec des jeunes ou des enfants, mais qui ne cherchent pas d'objectifs, qui ne cherchent pas à atteindre des objectifs en fait. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'espace pratique dans une activité avec les jeunes, par exemple? Supposons que tu prends le cas du football. Okay. Les enfants aiment le foot. Moi, je veux faire avec FIFA ou bien le monde olympique. Les gens veulent faire passer le fair play, veulent faire passer beaucoup de choses dans le foot. Et ça a du sens. Le fait que des gens de différents peuples se rencontrent, de différents quartiers se rencontrent, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui sont différents sur beaucoup de points. Tu les mets ensemble pour jouer au foot, pas pour faire la guerre. Et quand tu les mets ensemble, tu fais tout qu'ils puissent prendre plaisir. Surtout, à jouer au foot, à se respecter, à respecter leurs adversaires et de jouer de manière transparente, à ne pas tricher. Dans les limites des règles du jeu. C'est important. Et dans ce cadre-là, on peut caler tous ces domaines de compétences, que ce soit physique, spirituel, intellectuel, caractériel, émotionnel et tout dedans. Ouais. Le sport est magique. C'est magique. Ça nous permet non seulement de nous dépasser, mais de connaître qui nous sommes vraiment. Si vous allez dans le domaine de l'environnement, c'est la même chose. Parlez-moi du Quartier Vert Challenge. L'histoire, d'où est venue l'idée et comment c'est réparti dans plus de 16 pays en Afrique. Avant de parler de Quartier Vert Challenge, je vous donne juste, supposons, dans une activité de plantation d'arbres avec des enfants. OK. Si vous plantez avec des enfants, il va falloir que vous les expliquiez. Okay. Pourquoi ils plantent des arbres. Ils ne plantent pas des arbres pour planter des arbres. Si. Il y a des objectifs. Il y a quelque chose qui vous motive à vouloir pousser ces enfants à planter des arbres. Et il va falloir les conseiller, les orienter, les expliquer, le rôle de la plante et les objectifs pédagogiques reviennent. Que dit le Coran en tant que musulman, que dit le Coran sur la plante? Le rôle de la plante. Qui plante un arbre fruitier gagne quoi? Ainsi de suite. Ouais, j'ai oublié le verset. Mais... Après, que fait la plante? Un arbre dans une communauté qui crée l'ombre, qui permet aux gens de se reposer. La plante qui capte les particules de pollution. Les petites gouttelettes qui quittent les feuillages pour s'évaporer, ventilées par l'air qui crée un microclimat de fraîcheur. Et la nuit aussi, il dégage du carbone qui nous permet de nous respirer. Et le tronc et les racines qui stockent du carbone. Du carbone, c'est un foyer de stockage de carbone. Et qui fertilise le sol. Qui crée un écosystème qui permet à des animaux, aux abeilles, aux insectes, aux papillons de butumer, de faire des choses. Tout cette mélange, c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait. Oui, extraordinaire. Si on comprend l'utilité de l'arbre, nous planterons tous des arbres. Et je vais enclencher sur le Quartier Vert Challenge. Ouais. Vous aimez les arbres, ça se voit. Oui, je parle des arbres sous base ou bien de l'environnement avec passion. Vous parlez des arbres comme si vous parlez d'une belle femme exceptionnelle que vous allez vous marier, quoi. C'est extraordinaire. Ouais. Et même là, je suis tombé amoureux de l'arbre que vous décriviez tout à l'heure, là. Montrez-moi cet arbre, je vais l'acheter. Bon, je ne voudrais pas dire de changer cette belle plante que t'as donnée ta maman. Non. Je ne voudrais pas que tu le remplaces, mais je voudrais bien que tu plantes un arbre aussi. Ah, ok. Et tu puisses m'envoyer ces photos, Ça ces marche. vidéos. Je vais le faire, promis. Merci, Habib. En fait, le Quartier Vert Challenge est né d'une petite réflexion. Vous savez, je suis le coordonnateur du Camp Climat Sénégal. Le Camp Climat, c'est un événement qui se tient tous les 2 ans au Sénégal, où nous regroupons des activistes, des universitaires, des professeurs, des chefs d'entreprise,
des influenceurs, des étudiants, des gens passionnés d'agriculture, d'environnement et de tout. Mais toute cette bête écosystème, on les regroupe, on fait un camp avec eux. On apprend énormément de choses sur notre environnement, sur la géologie, sur l'eau, sur l'agriculture, sur l'agroécologie. Et en 2019, nous étions à notre deuxième édition. Nous étions 13 nationalités. 13 nationalités, 350 participants pendant 10 jours sur l'île de Bamboum, dans les îles du Saloum, à Toubacouta. Donc, après avoir fait tout le séjour, c'était vraiment magnifique. Mais une des recommandations à la fin du camp, c'était de dire à tous les participants, vous allez rentrer chez vous, vous avez appris ici beaucoup de choses. En rentrant chez vous, soyez des gens qui vont changer des choses, qui vont observer leur environnement, qui vont se mobiliser, qui vont mobiliser leur communauté ou bien qui vont changer des choses dans leur communauté. En tant que leader, en tant que coordinateur du camp climat, moi aussi, quand je suis rentré chez moi à Zagbao, j'ai fait une observation. Je me suis dit, bon, on a donné une recommandation, je vais travailler à respecter cette recommandation. Donc, un jour, je mets devant ma porte, j'observe. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres dans ma ruelle, là où j'habite. Je voyais des canettes qui traînaient dans la rue. Je voyais des sachets plastiques, je voyais des tasses de café. Je me suis dit, mais tiens, toi qui coordonnes un truc vraiment big comme le camp climat, un événement international, qu'est-ce que tu pourrais faire pour changer ça? Je me suis dit, bon, j'ai pas les moyens de mobiliser tout le quartier pour faire des choses, mais je vais faire quelque chose. Et du coup, bon, je rentre chez moi, je prends des gants et je commence à ramasser. Je commence à ramasser les pots, les canettes, je commence à ramasser les sachets, à les mettre dans des sacs poubelles. Je commence à balayer. Je le fais une fois, 2 fois. Je fais des photos, je partage sur les réseaux sociaux. Après, je me dis, les gens m'encouragent, mais ne comprennent pas ce que je veux faire. Il n'y avait pas de contexte, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Après, je me suis dit, mais bon, je commence à réfléchir. Après, je me dis, bon, comment je vais appeler Quartier Vert Challenge? J'avais créé 3 hashtags, j'ai partagé avec un ami. Il me dit Quartier Vert Challenge, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ça sonne mieux. Après, je continue. Chaque dimanche, je fais des activités, je poste. Au début, je postais juste sur Twitter. Je poste. Après, mes voisins, quand ils se réveillent le dimanche vers 10h, 11h, me disent, mais Abdou, quand tu fais ces choses, ils vont nous appeler. Je dis, non, je suis vraiment désolé. Je vais inviter personne à faire. Moi, je fais devant ma maison. Faites devant votre maison. Nettoyez devant votre maison. Plantez des arbres, plantez des fleurs. Moi, je fais pareil. Si tous mes voisins et mes vis-à-vis font de même, nous aurons une ruelle très propre. Et les gens étaient là à vouloir me pousser à créer quelque chose. Je lui dis, je suis très contre les clean-up. Parce que j'ai grandi au Sénégal, toute mon enfance, j'ai vu les gens faire des clean-up. J'en ai fait énormément. Les 7-7L, quoi. Ça n'a jamais été une solution pour faire le Sénégal. Pour rendre propre le Sénégal, ça n'a jamais été une solution. Parce que ce qui est très détestable des clean-up, c'est qu'on se regroupe un jour pour le faire, le lendemain, tout redevient sale. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est changer de mentalité, faire une réflexion et que chacun puisse devenir responsable. Et c'est ça l'esprit du Quartier Vert Challenge. Et quand j'ai commencé à faire le hashtag, j'avais un petit téléphone, j'ai commencé à filmer en accéléré pour gagner du temps et pour résumer tout ce que je faisais. Après, j'ai publié. Chaque dimanche, les gens attendaient que je publie sur Twitter et les gens likaient, partageaient, donnaient des encouragements, donnaient des conseils. Certains me demandaient de me mettre, parce que parfois je mettais des sandales, et gens me demandaient de me mettre en chaussures fermées, ça risquait de des choses me piquer, des gens me disaient, mets des gants, prends des bacs à ordures, prends des trucs. C'est pas grave. Les gens essayaient de me conseiller à faire des choses. Et j'aimais bien. Et du coup, mes voisins, je leur disais rien, je continuais. Je persistais. 1 an. Et petit à petit, certains de mes voisins ont commencé à balayer le matin. Ah, super. Certains. D'autres, non. D'autres ne voulaient même pas... D'autres commençaient à planter même des arbres. Et petit à petit, il y avait des gens qui avaient des voitures, qui commençaient à râler. On n'a plus où se garer.
Mais bon, garde devant chez toi, mais devant chez les autres, ils veulent mettre des arbres, laissez-les mettre des arbres. Ouais. C'est pas devant chez vous. Et voilà, petit à petit, ça commence. Les gens commencent à voir la chose qui donnait. Il y avait 2-3 familles qui s'impliquaient. Et le hashtag commence à partir. Des gens commencent à poser des questions. Des gens commencent à s'intéresser à cela. Des gens commencent à faire des choses dans leur quartier, mais devant leur porte. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Des gens qui veulent que je puisse les inviter à venir faire. Je dis, niet, je fais pas. Moi, je suis un scout. Je vous dis, c'est l'apprentissage par l'action. Je fais, vous observez, vous appliquez chez vous. Ouais. Mais je ne viens pas chez vous pour nettoyer. Je ne viens pas chez vous pour planter des arbres. Je peux offrir des arbres. Je peux offrir des choses, je peux donner des conseils, mais je viens pas. Et aussi, des gens me demandaient si on peut venir chez toi, t'aider. Non, ne venez pas chez moi. Restez chez vous. Vous avez beaucoup de choses à faire dans votre quartier. Nettoyez devant votre maison. Même si vous ne faites pas pour votre quartier, nettoyez devant votre maison, faites des choses, conseillez aux gens, sensibilisez dans votre quartier. Mais moi, Abdou, je suis pas dans cette logique. Oui. De vouloir sillonner le Sénégal à balayer comme un fou. Excuse-moi du terme. Non, je comprends. Je suis d'accord avec vous aussi. Donc, j'ai persisté dans ça. Parce qu'en fait, il y avait de la méthode scout dedans. Toujours l'apprentissage par l'action. La charité ordonnée commence par soi. Ouais. Je fais, je montre aux autres, ils posent, je les explique comment faire, ils font. Et petit à petit, c'est parti. Et après, j'ai fait une formation en micro-jardinage. Je savais déjà faire du maraîchage. J'ai fait une formation en micro-jardinage avec la FAO, une formation de formateur. Je commence à cultiver sur ma terrasse, à faire du maraîchage en même temps. En faisant du maraîchage, je fais de la transformation des déchets organiques pour faire de l'humus, de l'engrais, du fertilisant. Du compost. Je commence à manger sain, à cultiver mes menthes, à cultiver des salades, des épinards, à faire mes sandwichs, à faire des choses que je partage. Et les gens étaient émerveillés, étaient passionnés sur ça. Je cultivais des fraises, des épices. Je dis aux gens dans mes postes que je ne mange plus de bouillon, je ne mange plus de bouillon chez moi. On mange des choses, je mets des épinards, je mets des romarins, des persils. Et énormément de personnes commencent à faire des commandes. Des gens commandent des plantes, des gens commandent des épices, des gens commandent des semences. Je fais de la distribution, j'offre à des gens. J'ai offert beaucoup de plantes et beaucoup de semences à des personnes pour qu'ils puissent donner des conseils. Je suis allé même jusqu'à faire des séances de formation chez moi sur ma terrasse, à inviter des gens à venir, leur montrer comment faire. Parce que je voulais que les gens apprennent et démultiplient. Je ne cherchais pas à avoir de l'argent dessus. Je voulais juste que les gens se réveillent. Essayer d'éviter de manger des choses toxiques, de se réveiller de se poser des questions sur leur alimentation, de manger sain, de cultiver, d'avoir des potagers dans leur maison, surtout manger sain, cet aspect-là c'est important. D'avoir des potagers de chez eux, de cultiver, de faire des fruits. Certains ont des terrasses. Sur les terrasses à Dakar, vous survolez un peu, vous voyez que les terrasses sont des débarras. Il y a énormément de bric-à-brac sur les terrasses. Mais pourquoi ces terrasses ne peuvent pas être vertes pour qu'on retrouve notre Cap-Vert? Imaginez, à Dakar, sur la moitié des terrasses, que tout soit vert, avec des potagers, des salades, des légumes, des choses. Et c'est très facile à faire. Maintenant, bon, avec les vicissitudes, les problèmes de Dakar, c'est une zone urbaine très dense. Les gens n'ont pas trop le temps. Et je comprends. Mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons. Et ce qui fait aujourd'hui, ça fait partie des composants du Quartier Vert Challenge, et ce qui fait qu'aujourd'hui, petit à petit, le hashtag part, les journalistes sénégalais commencent à venir me voir, à partager, à inviter sur les plateaux. Et petit à petit, c'est la presse étrangère qui vient. On voit la presse française, les grandes chaînes qui sont en continu, France 24, TV5, ITV, RFM, RTS. Après, il y a eu Brut qui est venu. Après, il y a eu Deutsche Welle, les Allemands. Il y a eu BBC. Quoi encore?
c'est tellement énorme. Il y a eu des radios, des chaînes communautaires qui sont venues. Il y a eu Cesti, chaîne télévision de Cesti qui est venue. Donc, je ne peux pas me citer tout, mais ils sont tous venus. RFI en français ou RFI en full day. Ils sont tous venus, ils ont fait des projets. J'ai été invité à Paris, RFI, France 24 et tout. J'ai fait des immersions, j'ai partagé le Quartier Vert Challenge. Mais les médias ont joué un grand rôle dans le Quartier Vert Challenge. Aujourd'hui, c'est une communauté de jeunes. Je n'ai jamais voyagé, entre parenthèses. Je n'ai jamais voyagé pour le Quartier Vert Challenge pour démultiplier dans les régions. La communauté Quartier Vert Challenge est née des réseaux sociaux. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. On nous dit que les réseaux sociaux ne sont pas bons. Ça dépend. Ça dépend de l'utilisation. Ça dépend de l'utilisation et surtout de l'objectif derrière. Et la valeur qu'on va ajouter surtout. Voilà. Aujourd'hui, avant ce mois, nous étions 16 pays membres du Quartier Vert Challenge. Il y a eu des antennes, des ambassadeurs dans différents pays et dans des villes africaines. Des gens qui participent à des sommets aujourd'hui. Parce que, question de leadership, moi j'aime déléguer. J'aime distribuer les tâches. Me mettre en retrait souvent pour former ces jeunes. On m'invite dans des sommets parfois. Je préfère rester et envoyer d'autres jeunes pour qu'ils aillent apprendre, découvrir et venir restituer dans leur communauté, partager leurs expériences. Donc, il y a eu 2 événements qui sont passés cette année. C'est le COP 15 en Côte d'Ivoire. Le Climate Change à Dakar, j'étais pas présent, j'ai eu des invitations, mais j'ai envoyé d'autres personnes, des jeunes, pour qu'ils puissent participer et découvrir et venir restituer aussi avec leurs pairs et rencontrer d'autres personnes. Ça leur donne de l'expérience. Je suis coach sur le Yali. Mes étudiants du Yali. Je suis passé par Yali. Mais bon, moi je suis sur le Yali dans le leadership. Pour les gens qui comprennent pas ce que c'est Yali, c'est quoi? C'est Young Leaders. Ouais, African Young Leaders. African Young Leaders, c'est ça. Yali. Bon, c'est c'est une initiative qui a été initiée par USAID dans le but de former les jeunes Africains sur le leadership. Ouais. Pour les gens qui comprennent pas. Ouais. Et mes étudiants, quand j'étais coach Yali, mes étudiants qui sont venus en immersion au Sénégal ont découvert, ils se sont engagés à devenir des ambassadeurs aussi dans leur pays. Cameroun, Kinshasa et autres, ils sont en train de faire des choses merveilleuses. Je les vois dans des journaux au niveau local, chez eux. Mais en fait, comment vous vous sentez quand vous voyez qu'une petite idée a pu transcender, a pu en fait franchir des frontières, passer d'une ville à une autre, alors que le début, vous voudriez juste aider, en fait. Vous voudriez juste engager, vous voudriez juste impliquer, montrer l'exemple. Comment vous vous sentez quand vous voyez qu'une petite idée peut aller dans des terres inconnues et susciter ce changement positif? Oui, bon, c'est un sentiment de satisfaction, mais pas d'achèvement pour le moment. Moi, ce que je vise aujourd'hui, c'est de voir l'initiative aller très loin, que l'initiative que les jeunes Africains s'approprient de l'idée. Vous savez, le Quartier Vert Challenge, on peut le lier à beaucoup de choses. Allons sur le tourisme, par exemple. Okay. J'ai déjà rencontré à l'extérieur du Sénégal des gens qui ont des clichés. Quand tu leur parles de Dakar, il fut temps, c'était la saleté, ouais. Les poubelles. Il y a beaucoup de gens qui ont gardé cette image. Et les gens ne savent, peut-être les gens ne savent, mais ils minimisent la propreté, le fait de vivre dans un environnement sain, ce que ça peut impacter sur notre tourisme. Il y a des gens qui vont éviter le Sénégal, Dakar, à cause de ces tas d'immondices, de ces villes qui accueillent à l'entrée de ces villes les tas de papier, de déchets plastiques qui nous accueillent. Les gens ne prennent pas conscience de ces choses. Moi, quand je voyage, je vois d'abord l'aspect environnemental, l'aspect accueil, l'aspect humain. L'aspect salubrité. L'aspect salubrité, c'est important. Et beaucoup de gens, il fut temps, Dakar, il y avait beaucoup de déchets. Aujourd'hui, sur des comportements, manger, jeter dans la rue,
Le matin, tu vas au boulot, tu vas aux arrêts de bus, tu vois les gens acheter leur café. Le café, ouais, ça me rend malade. Mais ce qui est extraordinaire, et là où ils sont à l'arrêt, les agents de l'UECG sont en train de balayer Non, ça c'est un manque de respect absolu, franchement. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je me pose souvent des questions sur... Comment changer cette mentalité? Parce que ça, franchement, en fait, ils doivent comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est respectueux. Mais en fait, le problème, c'est que ce sont des gestes tellement automatiques et innés. Pour moi, ce sont des choses innées au fond du sénégalensis. Est-ce que c'est inné? Parce qu'il y a des gens, quand ils voyagent, ils respectent les bonnes pratiques des autres pays. Moi, je connais des mots quand ils sont là-bas, ils jettent pas. Mais quand ils reviennent au Sénégal, ils reprennent les mauvaises habitudes. Parce qu'ici, on ne sanctionne pas. C'est ça, en fait. Je pense que c'est exactement ça. Je l'ai dit un jour, ce qui va résoudre beaucoup de choses au Sénégal, les gens n'aiment pas que je parle de ça, je vais en parler. C'est le dagopos. Toucher l'argent. Toucher l'argent des gens. Les ça. gens, ils sont très proches de leur argent. Tu touches leur argent, ils se tiennent à carreau. Ouais. Et bon, c'est assez... Et pourtant, même les Européens, c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Si vous crachez dans la rue, on vous amende 80 € vite fait. Oui. La prochaine fois, avant de cracher, vous allez réfléchir, c'est sûr. À Genève, tu brûles les feux rouges. Ça va être chaud, tu vas payer quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour moi, il faut beaucoup de courage des autorités pour qu'on puisse changer les comportements. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand vous avez dit que, par exemple, au Nord, la plus grande ressource, c'est l'éducation. Parce que si vous éduquez bien les enfants dès le bas âge et que vous les aidez à inculquer ces gestes basiques, ces principes universels, vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup de non-qualité aussi. Et c'est pour cela tous mes projets sont basés sur l'éducation. À chaque fois que je travaille sur un projet, je fais tout pour qu'il y ait une partie éducation. Pourquoi vous n'essayez pas de créer votre propre école? Ou bien créer une chaîne YouTube? Moi, je sais pas. En fait, parce que depuis qu'on s'est vu tout à l'heure, là, en fait, notre conversation va d'un sujet à un autre et je vois que vous êtes super expérimenté sur beaucoup de choses. Et c'est de l'expérience pratique. C'est un vécu. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir-faire et le savoir-être. Vous avez le package complet. Donc, rien ne vous empêche de créer une chaîne YouTube et de partager cette belle expérience, d'écrire un livre, de faire un documentaire. Je trouve que ce sera un gâchis si Abdou ne partage pas tout ce cadeau, toute cette bénédiction avec le monde entier. Question de partage. Un jour, j'ai dit à mon cher ami, Mactarus, Mamadou Diallo, je lui ai dit, Mactar, je suis quelqu'un qui aime partager et je serais vraiment déçu si je pars avec tout ce que j'ai dans la tête. Moi aussi, je serais déçu, personnellement, je vous le dis. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Je lui dis, je voudrais tellement avoir une solution où on me branche une clé USB ou bien un disque que je puisse... On n'est pas encore arrivé à ce stade, coach Abdou. Tu sais, je suis un rêveur. Ce sont ces big rêves qui me permettent d'avancer dans ma vie. Et je lui ai dit, j'aimerais avoir quelque chose qu'on me branche un disque ou bien un clé USB que je déverse tout ce qui est dans mon cerveau dedans. Je sais pas si la technologie sera... Pas après, encore, pour l'instant. Il me dit, Abdou, tu sais quoi? Respectons l'équilibre, comme Dieu a fait. Il y a des choses qui méritent d'être partagées. Il y a des choses qui méritent d'être partagées, mais que tu ne pourras pas partager. Ouais. Il y a des choses avec lesquelles tu partiras. C'est toute la magie de la création de Dieu. Aucune œuvre est parfaite. Voilà. Et quand il m'a dit cela avec des paroles très sages, j'adore Mamadou. Et j'ai réfléchi pendant des jours à cela. Je me suis dit, bon, il a raison. C'est pour rejoindre ce que tu disais sur les chaînes YouTube, sur les livres, surtout. J'ai des projets dans ce sens. Peut-être que j'ai besoin d'une équipe qui m'encadre, qui me dit, coach, tel jour, tu as... Et j'aime pas y entourer un des élèves de SEC.
Comment il s'appelle encore, Seck? Monsieur Souleymane Seck. Souleymane Seck, que Big j'adore. up à Souleymane Oui, Seck. que j'adore bien. Il y a Awa Touré qui m'appelle coach. Toi aussi, tu m'appelles coach. Moi, je me vois pas comme un coach. Hein. Je suis un citoyen lambda. Donc, vous êtes un coach. Vous êtes simple, en fait, dans la certitude. Et c'est ça qui fait votre beauté, en fait. Bon, après, j'aurais aimé qu'il y ait des gens qui me disent, dans ton agenda, tel jour, tu dois enregistrer. Et des gens qui s'occupent de ça. Ok. Je ne peux pas. Déléguer ça à quelqu'un. Oui, il y a des gens qui doivent me dire, comme toi, ce que tu fais aujourd'hui. Tu me dis, Abdou, aujourd'hui, j'ai besoin de toi sur mon plateau. Des gens qui me disent, Abdou, bon, pour ta chaîne YouTube, pour tel jour, tu as enregistrement sur tel sujet, on va le faire. Je viens, je dis ce que j'ai à dire, ils vont monter, ils vont faire, ils vont partager. Je vous comprends. J'ai pas trop le temps de m'occuper de pages YouTube. J'interagis beaucoup avec les gens sur mes pages, réseaux sociaux. Mais je prends à cœur la qualité. Surtout. Quand je dois partager réellement, et question d'édition de livres ou d'articles, il me faut quelqu'un de bien qui sait écrire, qui sait prendre la chose et les contextualiser. Question de film, il y a des propositions dans ça, il va falloir quelque chose de big, parce que je te dis tout à l'heure, je suis un rêveur, et quand je vais faire ce film, je vais voyager. On va quitter le Sénégal, on va aller dans beaucoup d'endroits du Sénégal et à l'extérieur. Ça va demander beaucoup de sous. Et je sais pas qui va plonger, je ne sais pas. On lance un appel solennel à tous les investisseurs qui nous écoutent. Parce que moi, je suis un perfectionniste, je vois les choses en grand. Et j'aime pas faire les choses à moitié. Soit on fait un big film, soit on fait un livre de ouf. Soit on fait un truc de télé-réalité qui peut résumer tout ce que je veux partager dans pas trilogie, mais peut-être dans une série. Et après, voilà, il me faut des gens autour de moi qui partagent ma passion, qui aiment écouter ce que je dis, peut-être, je sais pas. Parce que moi, en fait, toi, tu le dis, beaucoup de gens me le disent, c'est vrai que je ne donne pas beaucoup de valeur à ce que je dis, mais c'est une erreur. En fait, c'est ça. Vous avez la même problématique que Dr. Phil. Vous connaissez Dr. Phil? Oui, je connais. Oui. Déjà, ce que vous faites là, c'est super compliqué, mais vous le rendez tellement simple que les gens pensent que c'est simple. Alors que c'est pas simple. Vous comprenez un peu? Alors, Dr. Phil, quand vous l'entendez parler, il rend les choses tellement faciles que tu penses que lui, là, son boulot est facile. Mais c'est parce que il a pris des heures et des heures à se préparer à un niveau où, quand il te dit des trucs complexes, il le rend simple et tu le comprends. Mais en réalité, c'est pas simple. Dans la vraie vie. Vous comprenez un peu? Oui, peut-être parce que je sais que quand je te parlais de compétences, de domaine de compétences, moi, mon mentor m'avait donné un livre. Ce livre a été sur mon chevet pendant 3 ans. Pendant 3 ans où je lisais à répétition certaines phrases. J'essayais d'exercer, d'appliquer, de vérifier, d'avoir des séances de discussion avec lui en profondeur sur certaines choses. Parfois, je dis des choses, je suis pas d'accord, je viens de rendre visite, je dis, il argumente, il me donne sa position, je repars. Peut-être que c'est à cause de ça. Après, j'ai appris comme ça et les choses sont devenues faciles, évidentes pour moi. Ouais. Mais en réalité, je suis quelqu'un de très simple. Moi, personne ne me verra courir vers le luxe. Je suis toujours en sandales, jeans simples ou bien truc, habits simples, t-shirt. Je fais mes reportages avec les chaînes. Je me prends pas la tête. Tu sais, dans l'aventure ambiguë, il y a ce passage qui disait, le bête coranique qui dirait à Samba Diallo, nous sommes de pauvres moisissures. De pauvres moisissures. Que peut faire de pauvres moisissures? Pourquoi se tuer à faire des choses extraordinaires, à s'habiller, à se faire des choses? Je suis un pauvre moisissure. Je m'habille simple, je fais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de faire certaines choses extraordinaires parce que après, je sais pas. Bon, l'essentiel, je sais qu'il faut respecter mes vis-à-vis, m'habiller correctement, être correct et tout, mais j'aime pas tirer le diable par la queue. J'aime être vraiment en niveau simple, vivre ma vie, boire mon thé, mon café, manger mes guertchef. Les tours simples, j'aime bien. Mais quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui n'ont pas terminé leurs études ou bien qui sont en train de suivre une éducation non formelle et qui se sentent perdus? Je pense que vous êtes une preuve parfaite
qui montre et qui démontre surtout qu'il est possible de réussir. Il est possible d'être compétent, érudit dans un domaine sans passer par les voies traditionnelles. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces jeunes? En fait, moi, je dis une chose. Quand les parents ont les moyens et vous mettent à l'école, quand ils ont les moyens, battez-vous. Ok. Battez-vous. L'éducation, c'est quelque chose de très cher et c'est merveilleuse. Moi, je le dis souvent, pourquoi j'ai arrêté vite mes études? C'est parce que j'arrivais à un moment où je devais prendre la relève chez moi. Je devais prendre la relève. J'ai cherché des raccourcis pour trouver un métier. Et ce que j'ai fait en termes de sacrifice a aidé ma famille aujourd'hui à ce que mes petits frères et mes petites sœurs puissent continuer les études et devenir des experts dans leur domaine. Super important. Et je ne regrette rien de cela. Une belle leçon de vie pour les gens qui nous écoutent. Donc, les études, la formation, c'est primordial pour pouvoir bien vivre dans ce monde et réaliser ses rêves. Moi, je dis toujours aux gens, même si ce sont des problèmes qui ont fait que tu quittes l'école, dans ce que tu es, peut-être tu fais un métier ou bien tu fais un business, fais-le avec le plus grand sérieux, comme si tu étais le plus grand PDG. Tu sais, moi, j'étais un mécanicien comme ça, avec ma blouse. Je quittais mon quartier avec ma tenue bleue de chauffe. Mes copains continuaient l'école, l'enseignement général ou allaient à l'université. Mais depuis le jour où je suis entré dans l'enseignement professionnel, je me suis dit, ça c'est ton avenir. Je le prends au sérieux. Je n'oublierai jamais la note de mon premier devoir. En mécanique générale, j'ai eu 19,25. En technologie générale. Donc, c'est pas parce que j'étais nul que j'ai quitté l'école, mais parce qu'il y avait un besoin réel pour quitter et s'orienter sur autre chose. Une urgence. Je dis souvent à mon fils, mon premier prix, je l'ai eu en classe de CI. Mon premier prix. Et c'était le livre de Tito Topin. Je ne l'oublie pas. Et ça m'a marqué, le livre de Tito Topin, Le Pirate. C'est un livre que j'ai cherché Fnac à Paris. Il coûte très cher actuellement. Donc, et après, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas les moyens de continuer les études, soyez focus dans quelque chose, mais le jour où vous aurez les moyens de payer encore pour apprendre, apprenez. On ne finit jamais d'apprendre. Oui. On ne finit jamais d'apprendre et chaque jour, moi c'est pour cela que j'aime échanger avec les jeunes, converser. J'apprends chaque jour des jeunes, j'apprends de leur expérience, j'apprends de ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'ai besoin de compétences autour de moi pour m'accompagner sur beaucoup de choses parce que je ne peux pas tout faire pour moi-même. J'aime beaucoup les études et il paraît un jour, mon papa a dit à ma petite sœur, qui est un expert en audit, finance, fiscalité et tout, mais Abdou m'étonne. Ça, c'est ma petite sœur qui m'a rapporté ça. Il a dit, Abdou m'étonne. Je sais pas, avec le niveau où il a arrêté les études, comment il fait pour faire des conférences à l'international, des séminaires, des trucs comme ça. Lui, moi, même quand j'ai quitté l'école, je continuais à acheter des livres. J'ai ma propre bibliothèque à la maison. J'ai énormément de livres. Je lis beaucoup. Quand je voyage, j'amène pratiquement la moitié de ma valise, c'est des livres. Je lis. J'essaye de comprendre beaucoup de choses dans le monde. Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est d'être focus et d'avoir des objectifs très clairs. Des objectifs de vouloir se développer, avoir une vision claire, de ne pas bitumer, de courir de gauche à droite. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas prendre l'exemple d'un jeune qui fait le métier de tailleur, 1 an, 2 ans, arrête, va faire friperie, arrête, va conduire Jakarta. Non. On choisit son chemin, on fait focus, on s'investit dedans pour créer quelque chose de big. En tout cas, moi, j'aime encourager les jeunes, j'aime leur parler, j'aime les booster. Il y a pas mal de jeunes autour de moi dont je suis très fier. Très fier. Parce qu'ils sont partis de rien. Ils sont entrepreneurs aujourd'hui. Certains, on se les arrache aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel. D'autres, je donne le nom de Jamtung.
qui n'est plus au Sénégal, qui est en Gambie actuellement, qui fait de la prod, qui fait énormément de choses. Et c'est quelqu'un qui était vraiment désespéré quand il a fait 2 fois le bac et qu'il n'a pas eu. Il a commencé à faire de l'infographie sur du tissu. Je lui avais donné 2500 francs pour annoncer un événement, écrire sur un tissu et afficher à Kamassa. Aujourd'hui, il a fait de grandes ONG à Dakar. Il a été débauché à l'extérieur. On lui a offert un studio big avec beaucoup d'investissement d'argent dedans. Machallah. Parce qu'il a appris tout sur YouTube. Il y a Latir qui est de DK Express qui fait de la livraison. Lui, la première fois quand il est venu, il m'a dit, je vais acheter un scooter, je veux livrer. Mais avant cela, il a beau chercher des bourses pour avoir de quoi payer ses études, il ne pouvait pas. J'ai eu confiance en lui, avec des amis, on l'a aidé, on a fait un truc d'argent. Là, il a son entreprise, il a une flotte, et très sérieux, très focus, qui vient d'ouvrir ses bureaux, ici à Ouest Foire. Ah, super. Ah non. Ah, je suis content pour lui. Et il y en a d'autres encore. Je peux vraiment écrire un livre sur tous les jeunes. Juste pour vous montrer que tout est possible. Tout est possible. Mais il faut prendre le premier pas. Il faut sauter. Il faut sauter. La vie, tout est incertain. Et quand tu choisis un domaine, il faut être focus. Il faut être focus, l'étudier et voir les paramètres qui te permettent d'avancer. De discuter avec des gens expérimentés qui te permettent d'avancer. De découvrir ce métier, de l'aimer. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne peut pas prospérer avec. C'est impossible. Il faut vraiment choisir son domaine, savoir que je vais me tuer dedans. Je vais prendre des nuits blanches, je vais faire des fériés, je vais travailler des fériés, je vais travailler des jours de dimanche, je vais faire énormément de choses. Moi, il y a des gens aujourd'hui, j'essaie de les coucher dans des domaines. J'ai des activités, ils veulent venir, je dis, niet, tu viens pas. Tu viens pas, va travailler. Abdou, il est dans des reboisements campagne. Va travailler, fais tout pour avoir de l'assise. D'abord. Un jour, tu délègueras des tâches et tu viendras avec moi faire des choses. D'accord. Ça revient à ce que vous disiez de rester focus. Parce que parfois, je vois beaucoup de gens qui, en fait, qui distribuent leur focus ou qui se mettent sur plusieurs choses et à la fois. Et après, tu te dis, bon, à force de vouloir faire tout, on fait absolument rien, quoi. Absolument. En fait, on peut pas être, je ne pense pas qu'on peut être multitâche. C'est pas possible. C'est pas possible. À un certain moment, on a besoin de sécurité pour notre famille, pour l'avenir, pour tous les gens qui espèrent nous voir à un certain niveau. Parce que au-delà de toi, il y a tes parents, il y a ta famille. Yeah. Tu deviens un étendard. Et les gens ont envie de te voir quelque part, de voir leur fils, de voir leur petit grand frère, de voir leur frère à un certain niveau. De se réaliser. De se réaliser. C'est important. Le fait que les gens psychologiquement voient cela, ça les apaise, ça les calme. Et surtout à vos parents, ça leur donne un sentiment de satisfaction. De gratification. De dire que quand même on a construit une belle chose. De voir leurs enfants se réaliser, leurs petits-enfants se réaliser. Ça, c'est la plus grande bénédiction que Dieu puisse faire à un homme. De vieillir et de voir sa famille se réaliser. J'espère que Dieu nous apporte cette bénédiction. Amen. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir? Je suis très optimiste par rapport à l'avenir. C'est vrai que nous vivons dans un monde de crise. Il y a les crises catastrophes humanitaires, les crises économiques, il y a l'Ukraine, il y a Palestine, il y a Israël, il y a tout. Mais je suis optimiste parce que je sais qu'il y a foncièrement des gens bons parmi nous. Des gens bons qui peut-être les guerres peuvent durer, mais peut-être que Dieu fera un jour que parmi ces gens qui sont bien parmi nous puissent arriver à un stade où de bonnes décisions se prennent, qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, que les peuples soient unis et que la paix puisse perdurer dans ce monde. Oui. Est-ce que vous avez connu un échec particulier qui vous a marqué dans la vie? Un échec particulier. C'est vrai que en général, on peut travailler sur des projets, on peut courir derrière des subventions, on se casse la tête.
Mais je me souviens pas de réellement quelque chose d'un échec qui m'a beaucoup marqué, parce que je suis quelqu'un qui est très optimiste. Quand je vise quelque chose et que je ne l'obtiens pas, je me suis dit, c'est dans l'ordre normal des choses, je dois redoubler d'efforts, travailler. Peut-être un jour ça va revenir. Donc, sur question d'échec, hein, c'est vrai que j'ai eu pas mal de déboires sur des projets, sur des choses, mais je ne retiens même pas ces choses en fait, parce que je me dis, il y a que le travail. Parce que je me dis toujours quelque part, c'est pas la faute à quelqu'un. C'est parce que peut-être j'ai pas bien travaillé, peut-être j'ai pas bien abordé la chose comme je devais l'aborder, et que je dois redoubler d'efforts. Parce que moi, sur mes responsabilités, je ne me déverse pas sur les autres. J'essaie toujours de voir qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui a marché. Est-ce que je dois continuer de collaborer, ou bien est-ce que je dois me retirer quelque part, me concentrer davantage, bien faire la chose, me poser toutes les questions. Donc. Ouais. Et quelle est la plus grande leçon que la vie vous a apprise, si vous réfléchissez? La plus grande leçon, c'est l'amour. Développer. Aimer son prochain, Ouais. c'est quelque chose d'extraordinaire. Respecter la vie humaine. Je suis quelqu'un qui aime rencontrer les autres peuples. J'aime partager ma culture, j'aime apprendre des autres. Quand je voyage, je fais tout pour découvrir beaucoup de plats, discuter des cultures, des traditions, comprendre comment vivent les autres. Je ne me dis jamais je suis sénégalais, je suis le meilleur au monde. Je me dis que le monde, c'est juste une maison avec des chambres. C'est comme ça que je le prends. C'est une maison, c'est notre maison, avec des chambres. Donc, il y a mes frères, mes sœurs, mes parents, mes cousins qui vivent dans d'autres chambres. Et le fait d'avoir l'opportunité de rencontrer tout ce beau monde, c'est chaque jour se dire bonjour, rencontrer, qu'est-ce que tu as vécu dans ta journée, qu'est-ce que tu as mangé à midi, est-ce que tu as écouté les actualités. Moi, je vois comme ça le monde. Et j'ai énormément d'amis à travers le monde, et même au Sénégal, je me dis souvent en Wolof, mënuma tumuranke. Oui. Parce que dans chaque pays de ce monde, dans chaque région, je peux toujours trouver une maison où dormir. Et c'est ça la vraie richesse. Quand j'arrive dans une région, j'ai le choix pour informer pas mal de gens que je suis là. Est-ce que je peux venir dormir chez vous? Est-ce qu'on peut se voir? Et dans tous les pays aujourd'hui. Et tout cela, c'est à cause du scoutisme qui m'a permis d'avoir des frères un peu partout dans le monde, dans chaque continent, dans chaque pays. J'ai pu interagir un jour avec quelqu'un. Et je peux toujours compter sur ces gens-là. C'est fou, hein? C'est extraordinaire. C'est Et excellent. Et au-delà des religions, tout ce que je dis, c'est au-delà des religions. L'humain, c'est quelque chose de très important. La valeur humaine, la vie humaine est sacrée. C'est pour ça qu'en fait, je suis super désolé quand je vois des personnes qui ont connu des moments difficiles ou bien qui ont commencé les marches de la vie d'un pas super toxique ou d'un environnement toxique et qui se sentent désolés par rapport à l'être, par rapport à l'humain, par rapport à la raison d'être de la vie. Je comprends en fait leur pessimisme, mais l'humain est foncièrement bien. Dieu ne crée pas, pour moi, Dieu ne crée pas des gens mauvais. Ouais. Parce que on dit en Wolof lu yàlla sàkk nit moo ci gën. Toute la création divine. Laqad karramna bani Adama aussi. Effectivement. Et j'ai eu une expérience que j'ai vécue. J'ai accueilli au Sénégal des jeunes Français qui se sentaient exclus de leur communauté, qui se sentaient bons à rien, qui ont abandonné les études. Certains ont commencé à toucher à du crack. On avait un projet de construction de forage, de puits, dans un village à
15 km de Malem Hodar, dans un village perdu là-bas. Ces jeunes sont arrivés au Sénégal, je les ai accueillis avec leurs responsables et tout. On a fait le voyage, on est arrivé au village, on a commencé à faire le programme, à s'intégrer. Au début, ils étaient très calmes, très timides dans leur coin, certains. Je les ai déposés, j'ai expliqué, j'ai fait le icebreaker, j'ai tout fait avec les jeunes du village, j'ai créé avec les gens les interconnexions, je les ai laissés là-bas. J'ai créé un programme qui permettait que les gens puissent interagir, que chacun puisse apprendre de l'autre. Je suis revenu à Dakar pour mon boulot. Une semaine après, je suis reparti. 10 jours après, je suis reparti pour les chercher pour rentrer à Dakar et prendre du temps au bord de la mer avant de prendre l'avion. À ma grande surprise, j'arrive, je vois qu'il y avait énormément de bordel, de bruit, de chahuterie, de rire. C'était vraiment fun. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais oublié que, en faisant l'ouverture de cette activité, j'avais dit aux jeunes, vous allez dans un village. Vous allez voir et vous allez dire qu'ils sont très pauvres. Mais ils sont heureux. Ils sont heureux. Accomplis. Ils n'ont pas d'électricité. Wallah, j'ai déjà vu ça. On va au puits pour chercher de l'eau. Ouais. Ils vont manger du riz où tu ne verras quelques petits poissons dans le bol à midi. Le matin, vous pouvez peut-être ne pas manger du pain et du café. Vous allez peut-être manger du couscous avec un peu de sel et du lait. Le soir, la même chose. Ou bien du tchéré avec du niébé. Mais ils sont très riches. Ils sont très contents, très heureux. Ils n'ont pas... Après, vous allez vous poser des questions. Pourquoi ces gens sont toujours heureux et nous sommes dans ce grand Paris et que nous sommes aigris, nous sommes gris, nous sommes... Déprimés, anxieux. Ouais. Et j'avais oublié cette partie. Ils l'ont enregistré en fait. Ils ont observé, dès les premiers jours, ils ont observé la population. Ils se sont posé la question, mais Abdou avait raison. Il n'y a pas de raison à ce que ces gens qu'on considère comme pauvres soient heureux. Nous qui avons beaucoup de confort chez nous, nous sommes là, tristes, anxieux. Ils ont commencé à faire les premiers pas, à interagir. Et quand nous sommes revenus à Dakar, je leur ai dit, vous êtes prêts à retourner? Je dis oui. Et ok, on a préparé les choses, ils sont repartis. Quelques mois après, j'avais une opportunité de voyager en France. Je les ai avertis que j'allais venir, j'ai averti les responsables. Ce qui s'est trouvé, c'est qu'on m'a dit, Abdou, il y a telle personne qui ont repris les études. 3 personnes. 2 autres personnes ont repris leur formation. D'autres se sont engagés dans des... Donc, ils ont tous repris leur vie en main. Mais ce qui est extraordinaire, les plus timides se sont engagés dans le théâtre. Dans le théâtre. Et j'arrive, on me réserve un billet, ils sont à guichet fermé. C'est extraordinaire. Et j'avais la chance d'assister à cette première à guichet fermé. Et à la fin, quand ils ont terminé la scène, ils sont venus, ils m'ont remercié. Ils m'ont dit, Abdou, tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, ces exercices, cette formation sur le théâtre, c'est un peu grâce à toi parce que tu nous as boosté. On a cru en nous-mêmes, on est venu, on s'est intéressé à quelque chose. Et là, on se rend compte que nous avons le droit d'être heureux. Et peut-être que les gens ne nous rejetaient pas, c'est nous qui étions un peu confus, bizarres, qui nous réfugiaient dans autre chose. Ils m'ont présenté à leurs parents. Les parents étaient là en train de me remercier. J'étais un peu bizarre. Parce que vous avez réussi à allumer le feu qui dormait en eux. Après, je vois quelqu'un d'autre qui travaillait dans la prod, montage de vidéos, qui aimait les vinyles, les choses,
Quelques mois après, on me dit qu'il a été engagé par une boîte anglaise. Il quitte la France. Il est intégré dans une boîte anglaise qu'il va faire du mastering, designing, il fait du DJing, il fait énormément de choses dans une grande boîte de prod. L'une d'entre elles est partie au Canada à continuer ses études de développement communautaire. Je l'ai aidé à partir de Dakar sur Skype. On a rappelé, on a refait le projet, on a écrit le projet du village et tout. Et c'est passé. Et après, je me dis, ben, c'est ça la vie. C'est l'amour. Tout ça pour revenir à l'amour. Et je le dis souvent aux gens ici, il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas désespérer. Il faut toujours essayer de discuter, échanger avec des gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas écouter. Ouais. Parce qu'il faut savoir écouter, avoir le sens de l'écoute. Ouais. Et pouvoir répliquer, apporter quelque chose de neuf. Et surtout avoir des modèles de référence. Je pense que parfois les gens, à force de ne pas voir des personnes qui viennent de leur environnement, de leur milieu réussir, ils peuvent se sentir désespérés parce qu'ils se disent, on est tous pareils ici. On est tous dans la merde de toute façon. Donc, pourquoi vivre? Ouais. Je comprends. De quoi êtes-vous le plus reconnaissant ces temps-ci? Reconnaissant? Wow. Quelle question. Reconnaissant. Tu peux expliquer? Peu importe dans votre vie, quand vous analysez actuellement votre vie, est-ce qu'il y a un élément où vous vous dites, je suis reconnaissant d'avoir ça, ou je suis reconnaissant d'avoir réalisé ça, ou je suis reconnaissant, peu importe. Quand vous faites une méditation, ou quand vous faites une prière, ou bien si c'était le dernier jour de votre vie, quel est l'élément que vous allez apprécier le plus avec tout ce que vous avez accompli? Je serai, et je suis même très reconnaissant de la confiance que beaucoup m'ont donnée. Mérité. Des gens m'ont fait confiance. M'ont confié des projets big, qui nécessitaient peut-être beaucoup d'expérience, qui nécessitaient beaucoup d'études. Mais je me disais, mais pourquoi ces gens ont confiance en moi? Je ne leur ai pas présenté de diplôme, ils ont juste entendu parler de moi. Ils sont allés sur mes pages réseaux sociaux, ils ont vu ce que j'écris, ce que je partage. Ils m'ont appelé, on a discuté, ils m'ont dit, Abdou, on a envie de travailler sur toi avec ça, est-ce que tu sens? Et cette confiance que des gens ont eue envers moi pour me permettre de m'exprimer, pour moi c'est important, c'est cette chance que je voudrais donner à beaucoup de jeunes. Exploiter leur talent, de s'exprimer, de montrer ce qu'ils valent. Parce que pour moi, c'est ces gens dont aujourd'hui je suis reconnaissant, peut-être m'ont sauvé, m'ont fait sortir de l'ombre, m'ont confié des big projets, m'ont mis devant. C'est pour cela aujourd'hui dans mes projets, j'aime mettre les jeunes devant. J'aime déléguer des tâches, j'aime leur donner des missions pour leur permettre de s'exprimer, de montrer leur talent en retour. Je suis reconnaissant aussi envers ma famille qui m'a beaucoup soutenu, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, ma communauté. Surtout, ouais. Ma communauté. En fait, je sais pas. Je suis très reconnaissant envers ma communauté sur les réseaux sociaux. On me dit influenceur, je me prends pas pour un influenceur. Je me prends pour quelqu'un. Je pense que je suis une personne simple qui essaye, comme je vous l'ai dit dans le scoutisme, d'impacter positivement ma communauté. Et ils me le rendent bien. Ils me supportent. Ils me disent la vérité. Ce qui est important quand on travaille dans ce genre de milieu, c'est d'écouter les gens. Quand ils te disent là des choses, ils te donnent des conseils, de prendre en compte, de les respecter. De prendre leur avis en compte. D'interagir avec eux, de ne pas les snobber. D'être quelqu'un de simple. Ouais. Terre à terre, discuter, d'échanger. Et
quelle est votre définition de la réussite? La réussite. Tout à l'heure, je t'avais dit que j'aime pas parler de réussite et d'accomplissement. Je préfère l'accomplissement. Et c'est quoi l'accomplissement pour vous? Pour moi, l'accomplissement aujourd'hui, c'est que sur tous les projets que je travaille, que des jeunes Sénégalais, ou bien des Africains, ou bien des gens à travers le monde puissent s'y retrouver, en profiter, se faire, réaliser, que ça puisse être des passerelles pour d'autres personnes qui puissent vraiment continuer leur mission, faire leur mission, y trouver des ressources pour pouvoir se développer des activités pérennes, des activités, que ce soit des activités lucratives ou non lucratives, mais des activités qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir faire leur part. Pour moi, tout ce que je dois faire, c'est de laisser des choses utiles à l'humanité. C'est pas de l'argent, c'est peut-être des actes, des projets, de l'inspiration, des choses qui peuvent améliorer les conditions de vie des humains. C'est ce que je dis accomplissement. Laisser des écrits, des films, des voix qui, en mon absence, peut-être pourront aider d'autres à retrouver le chemin. Même si je fais des erreurs dans cela, peut-être que ça pourrait, ces erreurs que je dis, parce que nul n'est parfait. Dans ce que je dis, ça peut faire des erreurs ou bien hors contexte plus tard. Mais au moins, ça permettra à des gens, si c'est bien partagé, de se faire. Extraordinaire. En tout cas, coach, je suis reconnaissant pour cette opportunité et je tiens pas ça légèrement. Le fait que vous avez pris votre temps, le fait que vous êtes venu pour partager tous ces savoirs, toute cette connaissance avec nous, je suis super reconnaissant. Et je vous souhaite que le meilleur au monde et sachez que vous avez un grand fan ici parce que je trouve que vous êtes humble dans la certitude, vous êtes simple dans la vie et surtout vous êtes quelqu'un qui inspire, qui motive, qui impacte et enseigne. Vous êtes innocent dans l'âme et le Cercle d'Influence Podcast, c'est votre cercle. Si on peut être utile, n'hésitez pas. Comment les gens pourront entrer en contact avec vous, surtout notre communauté qui nous regarde, qui nous suit sur les réseaux? Merci, Habib. Pour moi, c'est un plaisir de répondre à l'appel d'un petit frère. Et en plus, recommandé par un petit frère. Ouais. Très timide qui habite avec nous et que je respecte beaucoup. Sa famille, son papa, que Dieu ait pitié de son âme. Comment entrer en contact avec moi? Abdou est très accessible. Ouais. Que ça soit sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. On m'écrit, j'ai réagi, je suis très réactif. Et sinon, mon numéro de téléphone est toujours disponible. Ok. Donc, je mettrai tous les différents identifiants dans les show notes en bas. Et si vous voulez prendre contact directement avec lui, si c'est un projet sérieux ou vous voulez travailler avec lui, envoyez-moi un message sur Instagram et je pourrai vous mettre en relation. Si c'est uniquement du sérieux, parce qu'il faut pas fatiguer notre coach Abdullah. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on boucle l'épisode? Moi, mon dernier mot, c'est envers vous, vos amis, vos collègues, vos collègues qui travaillent ici dans ce studio merveilleux. Pas merveilleux pour l'instant. Très simple, très bien fait. J'ai adoré ces instants de partage. Un jour, il va falloir que toi, tu prennes la place ici, qu'on te pose des questions. Non, je me sens très à l'aise ici, sur cette position. Juste, là, c'est temps, je reçois beaucoup de questions aussi des gens qui aimeraient savoir davantage sur moi, mais il va falloir qu'on te cuisine, hein. Ah non, moi, je préfère rester dans mon petit coin. En fait, moi, le cercle d'influence, quand j'ai vu les premiers liens, j'ai beaucoup adoré. J'ai écouté. À un certain moment, j'avais même oublié le concept de l'émission. Parce que tu me l'as dit un jour, tu m'as dit, est-ce que tu as pu lire le lien? J'ai ouvert le lien, j'ai écouté beaucoup de choses. J'aime écouter des podcasts au bureau.
pareil pour moi. Au bureau, je travaille, je mets des podcasts. En audio, quoi. En mode audio. Quand je conduis aussi, quand je voyage, quand je travaille, je peux écouter facilement 3 épisodes par jour. Et les cercles d'influence, j'ai trouvé que c'est un truc merveilleux. Merci beaucoup. Je sais pas si les jeunes Sénégalais sont vrais fans de podcasts, mais il y a énormément de choses que j'ai découvert dedans. Le concept déjà. Le cercle d'influence, vous ne minimisez pas les invités. Vous donnez l'opportunité à beaucoup de personnes qui viennent partager des expériences, partager des choses qui peuvent vraiment être utiles à la communauté qui les écoute. Pour moi, le cercle d'influence, c'est genre boîte à outils. Surtout, ouais. Une école, une université. Ouais. Parce qu'il y a pour moi, ce sont des cours magistraux. Ouais. Ce sont des bibliothèques en même temps. C'est énormément de choses, de savoir, de connaissances qui sont enfuies dedans, bien classées. Maintenant, vous voyez à quel point je suis égoïste. Je crée tout ça pour apprendre gratuitement, de la part des meilleurs. Mais tu apprends et c'est important, tu apprends et tu partages. Et surtout, je partage. C'est ce qui serait mauvais, vraiment mauvais. C'est quand même, je reconnais que d'une manière, je suis égoïste, parce que c'est pour cette raison aussi que je l'ai créé. Mais aussi de partager. Moi, je pense que je blague, oui. Après cette émission, je vais partager beaucoup de liens de cercles d'influence. Je vais en faire profiter parce que parmi ma communauté, j'ai vu des gens qui aiment les podcasts. Oui, moi, en tout cas, je suis open. Même si vous avez des recommandations parmi les gens que vous accompagnez, il y a des mails. N'hésitez pas. Je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose. Il y a des gens qui sont pétris de talent. Qui sont dans leur domaine. Je sais pas s'ils veulent s'exprimer, mais il y en a. Il y en a sur beaucoup de plateformes. Et c'est bizarre, hein. Et cette temps-ci, je vois beaucoup de gens m'inviter sur des podcasts. Il y a une personne, je pense qu'il est à Paris, qui a calé quelque chose. On va bientôt enregistrer. J'ai déjà été invité sur 2 autres podcasts. Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est normal aussi. C'est une tendance qui vient. Ouais. Bon, au Sénégal, c'est encore nouveau. On n'est pas nombreux. Mais moi, peu importe. Même s'il y a que 2 personnes qui écoutent, l'essentiel, c'est qu'il y a des contenus ici faits par des jeunes Sénégalais pour aider les jeunes Sénégalais et les jeunes du monde entier. L'essentiel, c'est que le contenu soit parfait et que les gens qui nous écoutent puissent apprendre quelque chose derrière, quoi. C'est ça la valeur ajoutée. Après, on le fait pas pour l'argent, comme vous. On le fait pas pour gagner des richesses. On le fait parce que tout simplement, on veut être utile. On veut contribuer avec ce que nous pouvons, quoi. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et mon dernier message sera, les gars, si vous m'écoutez, si vous m'entendez bien, merci de follow le Quartier Vert Challenge. Surtout, ouais. Mais ce qui me ferait beaucoup plus plaisir, c'est de planter un arbre. Je veux que les 17 ou 14 millions de citoyens que nous sommes, que chacun plante un arbre et fait le suivi de cette plante. Je vous promets que je vais le faire et je vais vous envoyer les images. Ça me tient à cœur. Planter des arbres, partagez sur vos plateformes, hashtag Quartier Vert Challenge, ou bien prenez-vous en photo, envoyez-moi. Je me ferai plaisir de le partager et de mettre mon mot dessus. Ça me ferait trop plaisir. Moi, quelqu'un m'a dit, Abdou, si les arbres pouvaient prier pour toi. Quelqu'un d'autre l'a dit. Quelqu'un d'autre l'a dit. Oui, les arbres feront pour lui. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les gens qui planteront des arbres, tu sais, le fait de travailler sur l'environnement, de planter des arbres, ça raffermit. Ça te rend beaucoup plus douce. Ouais. Et beaucoup plus patient, surtout. Patient et reconnecté à la terre. Reconnecté à la terre. Donc, guys, plantez des arbres. C'est fou comment votre passion, en fait, vous surpasse même quand vous parlez des arbres, quoi. Non. Et je peux parler d'autres choses. Hein. Supposons aujourd'hui, on parle des déchets plastiques. Sur leur impact. Sur le fait
Aujourd'hui, beaucoup de gens n'y pensent pas. Quand on fait nos courses, on achète beaucoup de bouteilles en plastique, on prend beaucoup de canettes, on prend beaucoup de sachets. Lançons un défi, demandons aux gens qui peuvent faire un mois sans avoir un sachet plastique ou bien acheter quelque chose sans plastique. Un défi. Donc, un autre défi, passer un mois sans consommer un sachet plastique. Donc, quand vous allez à la boutique, achetez ce que vous achetez et allez-y. Ne prenez pas des sachets plastiques. Un jour, une caissière m'a demandé, mais grand, ça fait quelque temps que je vous vois faire vos courses ici, mais à chaque fois que je vous offre un sachet, vous refusez. Je dis, excusez-moi, si ça vous offense, c'est parce que je ne veux pas de sachet plastique. Je mets tout dans mon sac en vrac. Je ne veux pas amener des déchets chez moi. En fait, elle ne pouvait pas dans sa tête concevoir que le sachet, ce sachet tout neuf, qu'elle sort avec délicatesse de sous son table pour mettre mes produits, était un déchet. Je lui dis, en fait, ça dépend de l'utilisation. Mais si je l'amène chez moi... Surtout la durée de vie d'un plastique, c'est 100 ans. Mais même la durée d'utilisation... Il y a beaucoup de gens, ils viennent du supermarché, ils viennent avec beaucoup de sachets. Et le lendemain, tu retrouves tous les sachets dans les poubelles. Dans les poubelles, dans la rue. Il faut qu'on soit vraiment vigilant par rapport... Et vous savez, l'État du Sénégal peine à gérer ces tonnes de déchets de plastique. Surtout qu'on a qu'une seule décharge autorisée, c'est la décharge de Mbeubeuss. Et c'est pas contrôlé non plus. C'est autorisé, mais non contrôlé. On a un vrai problème de gestion des déchets. C'est ça. Les gars, merci beaucoup. C'était le Cercle d'Influence Podcast. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, notre invité d'honneur est notre cher coach Abdou Touré. Suivez-le, écoutez-le, partagez le hashtag, Quartier Vert Challenge. Faites les défis qu'ils nous ont lancés par rapport au plastique. Et à la prochaine. Soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.